Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode du Coin Culture G ou du Point G. Je sais pas comment l'appeler, on va appeler ça le Point G, ça me fait rire. Émission, on parle de culture générale, donc comme vous pouvez le voir sur ma chaîne YouTube, vraiment on garde la même ligne éditoriale. Des vidéos, est-ce que je raconte quand je prends de la kétamine en forêt, des vidéos, on fait de la culture générale, vraiment tout va Derrière bien. un micro. Toujours. Prochaine vidéo, ce sera une tier list des canettes de clochard, donc vraiment on se perd pas, c'est ça qui est bien. Donc on va commencer avec notre première section, notre premier thème, le thème histoire. Jingle. Moi j'aimerais vous parler et te parler de la Grande Ourse. Mais quel rapport avec l'histoire, Mathéo? Vous avez déjà posé la question de pourquoi est-ce qu'on appelle la Grande Ourse la Grande Ourse? Non. Donc, selon Ératosthène, on doit le nom de la Grande Ourse à Calypso. Calypso était une nymphe, la fille de Lycaon, le roi d'Arcadie. Arcadie, c'est une région dans le Péloponnèse. Le Péloponnèse, c'est une péninsule grecque. La Grèce, c'est un pays d'Europe. Je m'arrête là ou je continue la blague. Et du coup, cette femme, enfin cette nymphe, était une dame de compagnie d'Artémis. Artémis, déesse de la chasse dans la mythologie grecque. Et les dames de compagnie, les dames qui appartenaient à la tribu d'Artémis, elles avaient vœu de chasteté, elles devaient rester vierges, quoi. Et Artémis, elle rigolait pas avec la règle. C'est vraiment, ça faisait pas marrer du tout. Sauf que Zeus, qui est, si vous vous intéressez un peu à la mythologie grecque, l'un des plus grands charros de l'histoire de l'histoire, depuis son petit nuage dans l'Olympe, Zeus il se dit pas mal Calypso. Pas mal Zez. Zeus aurait notamment dit, selon Hérodote, blablabla, il descend sur terre pour la séduire, mais la fille lui dit non, parce que je suis une dame de la tribu d'Artémis, donc je ne peux pas. Zeus il remonte là-haut, il se dit relou, on va trouver une autre solution. Qu'est-ce que je sais sur elle? Elle est bonne, c'est la fille d'un roi, elle fait partie de la tribu d'Artémis, donc elle doit beaucoup respecter Artémis. Je me déguise en Artémis, c'est Zeus, il fait ce qu'il veut. Il se transforme en Artémis, il redescend, il la séduit, ça marche, ils couchent ensemble. Sauf qu'au bout d'un petit moment, elle se dit tiens c'est bizarre, je n'ai plus mes menstruations, tiens c'est bizarre, mon ventre gonfle, je suis enceinte. C'est bizarre que Artémis m'ait mis enceinte si c'est une femme. Du coup, elle comprend la supercherie, elle se rappelle de Zeus qui était venu la voir, et elle se dit ah l'enfoiré, il m'a bien niqué, il m'a bien eu. Du coup, elle cache sa grossesse jusqu'à un jour où Artémis, dans son infime bonté, dit les frères, baignade. Ils vont dans la rivière, tout le monde lève le débardeur et ça se baigne. Et Artémis, elle dit tiens, Calypso, il y a un bidon tout rond là-bas. Tu te serais pas un peu foutu de ma gueule, Calypso? Donc, folle de rage, Artémis transforme Calypso en ours pour que toutes les dames de sa tribu la chassent et la tuent. Évidemment, elle prend la fuite jusqu'à ce qu'elle se cache dans une petite grotte. Sauf que malheureusement, Artémis est la déesse de la chasse. Donc on se doute que trouver la trace d'un ours, elle connaît. Donc très rapidement, elle retombe dans la grotte. Et là, il y a deux versions de l'histoire. Première version de l'histoire, c'est qu'elle tire la flèche pour tuer Calypso. Et qu'au moment où elle tire la flèche, Calypso met à bas. Et Zeus, pour sauver finalement la femme qu'il a aimée potentiellement et son fils, donc un demi-dieu, il les prend avec lui et il les cache dans le ciel pour qu'ils soient toujours à l'abri de Artémis. La deuxième version, c'est que Zeus voit Artémis arriver dans la grotte, il sait qu'elle va tuer Artémis, il sait qu'Artémis va tuer Calypso, Calypso met à bas, et Zeus arrive trop tard, il descend lui-même pour essayer d'empêcher Artémis, mais il descend trop tard, ils sont déjà morts, et dans son chagrin, il les met tous les deux dans le ciel pour qu'ils soient jamais à côté de lui, la grande ours, la mère, la petite ours également. Voilà. Ok. Ben écoutez, moi je savais pas. Donc voilà, maintenant vous le saurez. Pourquoi est-ce qu'on appelle la grande ours la grande ours? C'est à cause de Zeus le charron. Parce que ça tombe bien, parce que du coup, moi j'ai une anecdote également sur l'histoire, et sur l'histoire de notre chère Bretagne, mon ami. Parce que tu n'es pas sans savoir que je suis originaire de Carnac. Carnac, ville mondialement connue pour son site mégalithique. Mais est-ce que tu as une idée par hasard comme ça, selon la légende,
selon les légendes, mais une en particulier, d'où est-ce que viendraient ces milliers de pierres dressées partout dans la campagne, dans l'arrière-pays armoricain? Des géants. Des géants peut-être, mais j'avoue que c'est pas là-dessus que je Je sais vais envoyer. pas, ouais, ok. Mais c'était bien tenté. Donc il y a très très longtemps, quand la Bretagne n'était pas encore la nation, puis aujourd'hui l'entité administrative française que l'on connaît, c'était au moment de sa découverte et au moment de ses premiers peuplements, pardon, et notamment de sa christianisation. Il y a eu plusieurs saints qui sont passés en Bretagne, plusieurs pèlerins. Brieux. Saint-Brieuc, Saint-Malo, Saint-Marcelin. Pour l'abbé. Et notamment Saint-Car. à Carnac, Saint Cornélie. Saint Cornélie. Ouais, Saint Cornélie qui est le saint patron de Carnac, de la ville de Carnac, et le saint patron des bêtes à cornes. Évidemment, à cette époque-là, qui est-ce qui a envie de conquérir toute l'Europe? Napoléon. L'Empire romain. L'Empire romain. Mais évidemment, qui est-ce qui résiste encore et toujours à l'envahisseur? Un petit Napoléon. village nommé Napoléon en breton. Napoléon. Nommé Carnag. Enfin bref, un village en Bretagne quoi. Le nôtre. Et du coup, le général romain qui est chargé de la conquête de cette partie d'Armorique, il est très furieux. Et il envoie ses armées conquérir ce petit village. Enfin, il envoie ses armées partout en Bretagne. Et notamment donc, dans ce petit village. Et qu'est-ce qui s'est passé pour défendre finalement l'identité, pour empêcher la conquête, parce que ça allait être un bain de sang, tout le monde allait mourir, périr dans notre souffrance, puisque les Romains avaient subi plusieurs défaites au préalable, et donc là ils venaient vraiment pour conquérir et imposer, quoi. C'était pas pour faire dans la dentelle. Et donc Saint Cornélie s'est mis devant la ligne de front, sur le champ de bataille, et au moment de la charge des Romains, il a imploré à Dieu de sauver tous les innocents et tous les bons chrétiens qui étaient devenus les Bretons de ce village-là. Et donc, lors de l'assaut, quand les Romains se sont lancés pour conquérir pour la bataille, quoi, ils ont tous été changés en pierre grâce à la bonne foi des habitants du village. Et ce qui a donc donné, la raison pour laquelle est-ce qu'il y a aujourd'hui autant de menhirs et autant de pierres dans l'arrière-pays carnacois. Dingue. En Bretagne. J'ai adoré. Donc voilà, légende, théorie, on ne sait pas, on ne saura probablement jamais. Mais voilà, petite anecdote sur notre cher pays. Ok, bah, j'ai beaucoup aimé en ce qui me concerne. Ouais, tu le savais? Tu avais déjà entendu un peu parler de petite anecdote sur ce sujet-là? Vraiment pas. L'histoire est pas La mal. rubrique histoire est terminée. Maintenant, on tourne la roue de rubrique. Rubrique sport. Sport, Et aujourd'hui, yeah. messieurs, jingle. Aujourd'hui, messieurs, dossier spécial Jeux Olympiques. Et les Jeux Et on est en Olympiques. plein dans l'actualité parce que les Jeux Olympiques de Paris sont terminés depuis maintenant 4 mois. Donc on est en plein dedans. Donc du coup, dossier spécial Jeux Olympiques pour cette grande première. Hors série. Ce sera le jingle de l'émission. Et du coup, alors on va parler JO parce qu'en fait, je me suis rendu compte, moi, Antoine et moi, sommes des férus de culture G. Et les sports parce que Et de culture G, culture G. voilà. Et moi, surtout culture G, je me suis rendu compte que j'ai 2 thèmes qui me font vachement défaut, 3 thèmes qui me font vachement défaut sur lesquels il faut que je travaille. 1, les Jeux Olympiques. Je connais pas les dates des Jeux Olympiques, les trucs, je connais rien, je suis pas très bon en sport. 2, le tableau périodique des éléments de Dimitri Mendeleïev, je connais rien. Et 3, les départements français, je connais pas les numéros, je sais pas les placer, tout ça, il faut y remédier. Mais chaque chose en son temps, oui. Donc on commence avec les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques. Bon, je pense que tu connais très bien Pierre de Coubertin. On en a parlé il y a pas Baron de longtemps. Coubertin, absolument. Pierre Baron de Coubertin, L'important c'est de participer. né en 1863, qui du coup est à l'origine du renouveau des Jeux Olympiques, de la modernisation des Jeux Olympiques. Ça c'est assez connu, hein, c'est donc Cocorico, c'est un Français qui a modernisé les Jeux Olympiques, qui en a fait quelque chose de nouveau. Mais il n'a pas fait que ça, Pierre de Coubertin. Au niveau du sport, il a milité énormément pour que le sport soit de plus en plus accessible dans les écoles françaises. On parle des années fin 1800, début 1900. Hein. Pour que tous les gamins fassent du sport, que ce soit accessible, gratuit, qu'ils puissent vraiment tous pratiquer le sport. Il a aussi milité il a dessiné le drapeau des Jeux Olympiques avec les 6 anneaux, c'est lui qui l'a fait.
Et c'est aussi lui qui a milité pour la création des Jeux Olympiques d'hiver. Ce qui n'existait pas de base. Car, étonnamment, les Grecs ne pratiquaient pas le ski de fond. Ni le tir avec carabine. Ni le bobsleigh. Et là, en faisant mes recherches sur les Jeux Olympiques, je suis tombé sur un truc qui m'a pas mal. J'ai vraiment été en mode waouh, anecdote de ouf. C'est peut-être beaucoup moins dingue que ce que je pense, mais moi j'étais vraiment en mode waouh, truc de ouf. Le cœur de Coubertin, son cœur, est enterré à Corinthe. Non, pas à Corinthe. Bah, Olympique. À Olympie. Jeux Olympiques, Olympie. Son cœur est enterré à Olympie. Parce que, je sais pas, c'est notre ville de Grèce. De toute façon, Corinthe, ça n'existe plus aujourd'hui. C'est un nom grec. Enfin, c'est genre un ancien grec. Non, ça existe quoi. Sparte, ça existe, la ville de Sparte, elle existe. Oui. C'est vrai. Bah oui. Elle s'appelle Sparte. Elle s'appelle Sparte. Ah mec, tu peux aller à Sparte. c'est giga stylé. Oui, Imagine, tu viens d'où? Je suis grec, je sais pas. Alors, je dois avouer que j'ai un peu fait condescendant à dire bah oui, mais j'ai dû vérifier parce que moi aussi je m'étais posé la question. Je me dis attends, mais Ouais, Sparte. pour moi, il y avait ça du existe. Athènes, tu vois. Et oui, ça existe, Sparte. Corinthe, ça existe. Delphes. Corinthe, ça existe. Delphes, ça existe. Mycène, ça existe. Mec, ça c'est vraiment stylé. Rhodes, ça existe. Tout existe. Bref, du coup, son cœur est enterré à Olympie. Ouais. Il y a une espèce de mémorial des Jeux Olympiques, parce que c'est le berceau des Jeux Olympiques antiques. Et il y a une stèle où c'est écrit des trucs en grec, et en français, il y a écrit ici repose le cœur du baron de Coubertin. Voilà. Ça, c'est quand même franchement stylé. Le mec, il est inhumé, enfin son corps est à Paris, je crois, il doit être aux Invalides ou quelque part, il est au Panthéon, je sais pas, il a un bon cercueil à Paris, mais son cœur. Il est. Ouais. Et parce que je crois qu'il était même citoyen, ça, je vais pas. Mais je crois même qu'il était citoyen d'honneur grec. Ok. Donc, Sur ses travaux et sur la repopularisation des Jeux Olympiques qui a été fait grâce à lui. Quoi. Ouais. Est-ce que tu connais des dates des Jeux Olympiques genre là, si tu peux remonter. Non, mais enfin, genre. Peut-être. Bah non, mais pas juste les villes, par exemple, si je te dis en 86 qui a accueilli. Non, ça, ce serait dur. Ouais, ok. Ça te Mais j'en reconnais quelques-unes quand même. Mais vas-y, c'est quoi ceux que tu connais par exemple? Bah, il y a eu Athènes, Vancouver. Non, mais avec les dates. Ah, je dois dire la ville et la date. Ouais, c'est ça. Ouais, Parce dans que ça, les tu deux, vois, j'aurais du mal. Ça, c'est un pan de la culture J où moi je suis très mauvais et souvent il y a des questions comme ça. Où étaient organisés les Jeux Olympiques d'hiver de 52? Chamonix. Où étaient organisés. Albertville, 82. Je sais pas, les Jeux Olympiques de 86, Atlanta, ou c'est en quelle année les Jeux Olympiques de Los Angeles? Je connais rien du tout. Donc, vu que apparemment toi non plus, j'ai cherché sur ChatGPT une top 5 des meilleurs Jeux Olympiques de tous les temps, ceux le plus à retenir. Et donc en premier, si je te dis, moi lui c'est l'une des rares dates que je me rappelle parce que je me souviens que même à l'époque quand je l'avais vu, je m'étais dit il y a quelque chose de spécial avec ces jeux alors que j'étais quand même pas mal petit. Voilà, Pékin 2008. C'est qu'en 2008. Je me souviens que, bref, moi 2008, ouais, vraiment ça avait quelque chose et j'étais tout petit, je me souviens, c'était en Bretagne sur l'énorme, tu sais, les télés à l'ancienne, là, les trucs, c'est un micro-ondes, là, enfin un frigo la télé. Et je regardais avec l'image qui bouge, je dis putain, mais il y a un truc, tu vois. Et Pékin 2008, je sais pas pourquoi, moi ça me rappelle toujours un. Ça a une odeur. Tu vois, des fois, t'as des trucs comme ça te rappelle un moment très bref d'un souvenir que t'as très lointain. Enfin, je sais pas. Parce que moi, enfin, toi, on avait 7 ans, tu vois, à cette époque, on était tout gamin, tu vois. Bref. Donc, numéro 1, Pékin 2008. Numéro 2, est-ce que tu as une idée? C'est récent aussi. C'est ceux après Pékin. Bah, Londres. Londres 2012. Ouais, il les connaît quand même déjà mieux que moi parce que moi j'aurais pas. Bah, les 3-4 derniers, après c'est Rio. Londres, Rio, Sochi, bah je me souviens de la cérémonie d'ouverture de Londres avec tout le passage sur la révolution industrielle, j'avais trouvé ça trop stylé. Ensuite, en troisième. C'est un vieux. Atlanta, ouais, c'est vrai qu'il est connu, je En troisième, non. Il y a eu Athènes 2004, je crois, non? Non. Mais Athènes, je crois que c'est 2004. Peut-être, mais en tout cas là c'est. 2000 c'est Atlanta. Non. Donc du coup, troisième, je te dis la ville ou l'année? Et tu dois essayer. Dis-moi l'année. 92. Putain, ça va pas m'aider en fait. Ville européenne d'un des. Ouais, mais là tu me fais deviner la ville quoi. D'un des pays des pigs. C'est quoi les pigs? Pays-Bas, Islande, Non. Groenland Non, et. non. Sans transition économie internationale, les pigs, c'est un surnom qu'on donne aux 4 pays méditerranéens qui bénéficient le plus du tourisme lié à TikTok. Portugal, Italie, Grèce, Espagne. Donc les pigs. Voilà, donc c'était un petit. C'était la parenthèse économie internationale. C'est un vrai phénomène économique. Bon, bah Athènes alors? Non. Rome? Non. Barcelone. Barcelone 92, donc voilà, j'essaierai de m'en rappeler celui-là. Barcelone J'espère que 92. C'était Barcelone Okay. 92, je sais pas si c'est passé, j'ai pas. Bref. Pas mal en vrai. Ensuite, en quatrième,
On a celui des années 2000. Donc Athènes. on peut s'attendre à... Non, pas Athènes. On peut s'attendre à quelque chose d'assez dingue quand même, années 2000. Je pense qu'ils voulaient tous marquer le coup. Et c'est pas Athènes, je pense que je vais te dire directement. Ouais, vas-y. C'est Sydney. Oh oui. Sydney 2000. Exact. Bien, ouais. Sydney 2000. Et ensuite, le 5e, là, c'est 64. L'année de la naissance de mes parents. C'est 64. C'est 64. C'est ceux de Pithiviers. Non, alors je laisse. Les 64, c'est à Tokyo. Ok, encore. Donc voilà, donc si vous aussi vous voulez en apprendre un peu, enfin vous voulez vous rappeler de certaines dates, apparemment les dates les plus connues, donc celles qui ont plus de chances de tomber si on veut faire un jet punk sur ça, Barcelone 92, Tokyo 64, Sydney 2000, et ensuite bon Londres et Pékin 2008-2012, là bon. Rio 2016. Rio 2016, voilà. Et Paris Tokyo 2020. Ça on peut. On peut se faire plaisir là-dessus. On peut se faire plaisir là-dessus. Sans transition, Antoine qui nous raconte une anecdote. Au début des années 2000, il y avait une forte rivalité entre Montpellier et l'Olympique de Marseille, puisque l'Olympique de Marseille avait été rétrogradé en deuxième division et venait à peine de remonter en première division. Et donc c'était un peu le retour, il fallait que Marseille se remette sur les rails pour jouer les premières places du championnat de France. Et l'entraîneur de cette époque à Marseille, c'est Roland Courbis. Et Roland Courbis, qui est un historique de Montpellier, du Montpellier Hérault, qui a entraîné Montpellier, qui a joué à Montpellier. Et enfin voilà, c'est un peu une figure des deux clubs en fait. C'est une légende du foot du Sud et particulièrement de ces deux clubs. Et à la mi-temps, donc Marseille ultra favori parce que Montpellier c'est le club plus familial et ça se joue à Marseille. Et Marseille a des choses à jouer lors de cette saison, je crois que c'est en 2004. Puis il y a des revendications, ils reviennent en Ligue 1. Exactement. Donc voilà, Marseille favori absolu. À la mi-temps, Marseille perd 4-1. Bah Roland Courbis, du coup, comme il est entraîneur de Marseille, ça lui fait pas plaisir. Il va dans les vestiaires, il gueule de ouf, classique. Voilà, les joueurs de Marseille se font remonter. Ils sortent et ils trouvent le président du Montpellier Hérault, juste à la sortie des vestiaires, qui est Louis Nicolin, paix à son âme, grand président et historique du Montpellier Hérault. Et il lui dit, alors que les joueurs de Marseille avaient pris une branlée absolument pendant la première mi-temps, il lui dit écoute, je pense qu'on va gagner 5-4. Parce que si je pensais pas qu'on gagnerait 5-4, moi je resterais au vestiaire, tu vois. Ça sert à rien de jouer pour se prendre une valise. Donc j'ai passé un savon à mes joueurs. Et là, je pense qu'on va gagner 5-4. Donc l'autre, tu sais, avec le président du Montpellier, il se dit, bon bah, Oui. il me chambre là, ils ont pris un bouillon à l'entrée, c'est fini. Enfin, qu'est-ce qu'ils me racontent Et ils ont gagné 5-4 ce match. Que je trouve quand même vachement stylé. On va faire ça plutôt comme ça. Sans transition maintenant, le chiffre du jour. 918, le chiffre du jour, c'est le nombre de soldats français exécutés par l'armée française durant la Première Guerre mondiale, ce qui en fait de loin le pays qui a exécuté le plus de ses propres soldats durant la Première Guerre mondiale. Ainsi que la seconde, cependant pour la seconde c'est plus compliqué, parce que seconde, bon, les chiffres de l'Allemagne de cette époque-là, il y a eu beaucoup de chiffres qui ont été brûlés, donc c'est très compliqué. Pour l'URSS, pareil, il y a eu énormément de fusillades et d'exécutions, mais qui ne sont pas répertoriées parce que c'était monnaie courante, notamment sur le front de l'Est, vraiment pour la Russie c'était monnaie courante. Ce qui est sûr, c'est que sur la Première Guerre mondiale, on est de loin l'armée qui a tué le plus de ses propres soldats. 918 de 1914 à 1918, la plupart, pour l'exemple, à titre d'exemple. Ça c'est un truc. Et c'est même pas, parce qu'il y a eu les révoltes de 1917, les trois quarts n'ont même pas été tués à cause des révoltes de 1917. La plupart de ces morts, c'est au début de la guerre. C'est vraiment 14-15. Mais vraiment, voilà. Après, il y avait besoin de monde, donc on a pu des personnes. Après, on a eu 1,3 million de morts, on s'est dit, bon, les mecs, on va peut-être garder ce qu'on peut. Mais voilà, 918 soldats tués, tués par l'armée française. Et honnêtement, une honte. Enfin, ouais, voilà, on espère que ce premier épisode pilote, on peut dire que c'est l'épisode pilote. Cet épisode pilote, attention le mur! L'épisode pilote, vous avez compris, Ayrton Senna. Du coup, voilà, j'espère que ça vous a plu. Je casse le mobilier. J'espère que l'épisode pilote de Le Point G vous a plu. Et voilà. Franchement, en tout cas, nous. T'as un petit chiffre du jour à nous partager? Non, mais j'allais dire, nous, ça nous a plu. Moi, j'adore. Moi, ça m'a plu. J'ai adoré faire les recherches et je pense qu'on essaiera de se faire un épisode par semaine si possible. Ouais, carrément. Donc, le cadre changera peut-être, on sera peut-être à l'université ou chez moi. Donc voilà, vous aurez vraiment accès à une chaîne où est-ce que ce sera tantôt des vidéos où est-ce que je parle de drogue dure et de s'arracher la gueule jusqu'à en tomber par terre, ou tantôt des vidéos culture G pour se cultiver l'esprit. Eh bien, Patrick Le Nervuré, je vous dis à la prochaine.
C'est un plaisir, Johnson. Bisous. All the fields we go, laughing all the